Il le disait à l'instant, 2 Suédois ont donc été tués à Bruxelles dans une attaque à l'arme à feu. Un message vidéo de revendication a été posté sur les réseaux sociaux par un homme qui se présente comme l'assaillant et qui se disait inspiré par l'État islamique. Et le tireur présumé a été interpellé ce matin et il a été tué dans la capitale belge. Nous sommes en direct de Bruxelles avec Mohamed. Bonjour Mohamed. Bonjour. Je voulais que vous interveniez très vite, que vous soyez notre premier auditeur, parce que vous-même, hier soir, avez mené la traque pour neutraliser ce tueur. Comment avez-vous fait ? En fait, on était plusieurs. On a des groupes de discussion sur les réseaux et sur WhatsApp. On s'échange un maximum d'informations. Comme je dis toujours, vous savez, Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique, mais c'est un grand village. Tout le monde connaît tout le monde et on est en contact entre communes. Et on a décidé tous ensemble de prendre nos véhicules et de tourner, de patrouiller tout simplement. On était en voiture et on restait vigilants. L'objectif, c'était pas de neutraliser, bien évidemment, mais c'était de repérer surtout le tireur et d'alerter vite les autorités. Quitte à le suivre, quitte à le courser, comme on dit, il n'y a pas de problème. Mais on était tous prêts à faire quelque chose, en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément comment ça s'est passé entre le moment où vous apprenez que un homme a tiré sur 2 supporters suédois? Il est quelle heure à ce moment-là? En fait, moi, j'apprends ça au moment où je sors de mon entraînement. Donc, je sors, il est plus ou moins 20h15. 20h15, vous faites un entraînement de sport? Oui, entraînement de boxe, ouais. D'accord. Donc je sors de la salle de boxe et je reçois plein de messages avec des vidéos de ce qui s'est passé et des messages vocaux surtout qui nous alertent et qui nous disent les gars, s'il vous plaît, prévenez un maximum de monde, que tout le monde rentre chez soi tout de suite. Donc partagez à fond via WhatsApp, hein, c'était principalement via WhatsApp. Partagez à fond les gars, s'il vous plaît. Si vous avez de la famille dans les rues, demandez-leur de rentrer. Si vous avez des gens qui tiennent des commerces, demandez-leur de fermer immédiatement. Et c'est ce qu'on a fait directement. Moi, je ne suis même pas rentré chez moi. En sortant de la maison, j'ai directement pris ma voiture. J'ai commencé à contacter un maximum de personnes, à partager un maximum sur les réseaux sociaux. Avec ce qu'on a, on a essayé de faire en sorte que ça bouge. Et combien de temps vous avez mis en place cette surveillance? Oh, je suis rentré chez moi, il était vers les coups de minuit. Donc, de 20h15 jusqu'à minuit, on tournait en rond. Et à minuit, vous avez arrêté évidemment cette surveillance et vous étiez à l'écoute évidemment de ce qui se passait dans le pays. Il n'avait pas encore été à ce moment-là signalé. On ne savait pas précisément où il était. Non, en fait, à ce moment-là, on était chez nous. On communiquait encore via les réseaux. Est-ce que quelqu'un a des informations ou quoi que ce soit? On était tous devant la télé. Et je pense que la télé nationale belge, donc la Une, avait annoncé en direct vers 1h du matin qu'il rendait l'antenne. Et ils ont clairement demandé à tout le monde d'aller se coucher et de faire confiance aux autorités. Et on a appris ce matin son arrestation et puis sa mort. Et puis évidemment, Bruxelles était hier une ville quasiment morte. J'imagine qu'il n'y avait personne dans les rues, puisque les gens étaient terrorisés au sens premier. Ouais, c'était incroyable. C'était incroyable. Des quartiers qui étaient hyper animés à la base étaient vides de chez vides, vraiment. C'était une ambiance c'était assez particulier parce qu'il y avait une espèce de tension, mais à la fois c'était très paisible. On voyait des fois, je me baladais en voiture et vous savez les espèces de tunnels de café. Les cafés étaient fermés et en dessous des tunnels, je voyais des policiers cagoulés, armés, mais lourdement armés, tout en noir, et ils bougeaient pas. Mais tapis dans l'ombre, ils ne bougeaient pas, ils attendaient, ils étaient au taquet. Et c'était assez électrique, c'était particulier comme ambiance. Bon, Mohamed, quel regard vous portez aujourd'hui sur l'intégrisme islamiste? Je pense que c'est un fléau qui nous touche tous. Je pense que si on a agi comme ça aussi, je sais que, je vais le dire quand même si je suis pas censé le dire. Il faut savoir que dans le groupe, quand on échange des informations, il y a de tout. On est autant musulmans, chrétiens, il y a des athées, mais on est tous touchés par ça en fait. On a tous des familles, on a tous des enfants, on a tous des vies, Non, mais voilà. musulman, c'est pas islamisme. Bien sûr, mais vous savez pourquoi évidemment. je dis ça? C'est parce que les amalgames sont vite faits malheureusement aujourd'hui. Et malheureusement, on est obligé quelque part de devoir se justifier dans la désolidarisation de ce genre d'événements-là. Et c'est bien, vous faites bien de le dire, vous faites bien de le préciser. Mais je le dis en permanence parce que nous-mêmes sommes évidemment très écoutés, bien sûr parfois ciblés, disons-le, et on nous reproche des mots que nous n'avons pas forcément employés. Donc on ne cesse de le dire que bien sûr l'islamisme, bien sûr l'intégrisme n'a rien à voir avec la religion musulmane, en tout cas les musulmans que je connais et que je croise, et parfois que je peux croiser même dans mon univers professionnel, effectivement ils n'ont rien à voir avec
avec cet islamisme et avec cet intégrisme. Bien sûr, il faut le redire et le redire encore. Mais c'est vrai aussi, et c'est souvent ce que nous disons, c'est que, et c'est là que c'est très délicat aussi à le dire comme ça, c'est on reproche, le mot ne convient peut-être pas, mais on aimerait que les musulmans français prennent plus souvent la parole, s'organisent pour davantage prendre la parole, pour faire entendre une voix différente, bien sûr, de celle des intégristes. Moi, je suis d'accord avec vous. Et je pense que pendant un moment donné, il y a eu pas mal de gens qui avaient peur des répercussions ou peur de se dévoiler. Moi, j'ai pas peur de me dévoiler, j'ai pas peur de prendre la parole à ce niveau-là. Je pense qu'à un moment donné, il faut que la peur change de camp et on doit tous se mobiliser contre ce fléau qui nous touche tous. Bah écoutez, merci beaucoup Mohamed. Vous habitez la Belgique, bien sûr, vous êtes bruxellois? Ouais, j'habite à Bruxelles, Vous effectivement. êtes belge? Je suis belge. Et vous êtes, qu'est-ce que vous faites à Bruxelles dans la vie professionnelle? Moi, je suis entrepreneur, j'ai ma propre société dans l'outillage et l'équipement. Eh ben, je vous remercie grandement d'être intervenu sur l'antenne, Mohamed. C'était vraiment un plaisir. Et puis merci à Olivier Guénec, parce que je pense que c'est Olivier qui a trouvé effectivement votre contact via la page Facebook, via les réseaux sociaux, très certainement. Olivier Guénec, que je salue. Bonjour à tous. Et que je remercie parce qu'il était extrêmement important dans la construction de cette émission. Merci beaucoup, ça me touche. Dans la construction intellectuelle aussi. Évidemment. Et dans la construction, j'ai envie de dire, dans l'opérationnel aussi. C'est-à-dire C'est-à-dire, il n'y a pas de c'est-à-dire. Ok, non, il y a souvent double sens avec vous, c'est pour ça que il n'y je a fais pas de attention. double sens. Même si, j'ai bien compris, les journées s'arrêtent assez tôt au milieu de C'est bien ce l'après-midi. qui me semblait. Quand il y a un compliment derrière, en général. Je salue Fabrice, évidemment, Bonjour. Lafitte, qui est avec nous. Bonjour Fabrice. On dialogue moins ensemble ces oui, jours-ci, bah oui, mais l'actualité, parce que, effectivement, y est pour beaucoup. on aime dialoguer davantage et parfois passer un peu de légèreté avec de la musique. C'est moins le cas ces derniers jours. Il est 11h11. Nous marquons une pause, nous revenons. Et de 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Europe 1. Pascal Pro et vous. Et jusqu'à 13h, vous réagissez au 01 80 20 39 21. Nous revenons bien sûr, Pascal, sur l'attentat islamiste qui a eu lieu à Bruxelles. Il y a 13 minutes, pardonnez-moi, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a produit un tweet où il écrit « Le Hamas, un mouvement de résistance ». Il met le mouvement de résistance entre guillemets, point d'interrogation. Non, c'est un mouvement terroriste. Je saisis le procureur de la République pour apologie du terrorisme. Et pourquoi a-t-il fait ce tweet? Parce que Madame Obono était ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Elle était interrogée par Jean-Jacques Bourdin, qui l'a poussé d'ailleurs à préciser sa pensée sur le Hamas. Donc je vous propose d'écouter Madame Obono, puisque cette phrase-là a autorisé ou a permis M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, à saisir le procureur de la République. C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement de résistance a pour objectif la libération de la Palestine et qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Oui, c'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez. Qui se définit comme tel et qui est reconnu comme tel par les instances internationales. C'est un mouvement de résistance qui se définit comme tel. Et il faut effectivement, j'allais dire féliciter notre confrère Jean-Jacques Bourdin, parce qu'il fait son métier comme il faut le faire. C'est-à-dire qu'il demande à son interlocuteur de préciser sa pensée, et il a raison d'intervenir de cette manière-là. Donc vous pourrez réagir, j'imagine, à ce sujet qui fait sur les réseaux sociaux évidemment énormément réagir, mais qui s'inscrit dans la stratégie de Jean-Luc Mélenchon également. Alors est-ce une stratégie, est-ce par cynisme ou par calcul pour récupérer des voix que la France insoumise est comme cela, ou est-ce par conviction, ou est-ce encore par volonté de déclencher le chaos, ce qui est parfois une position trotskiste ou lambertiste. On sait que Jean-Luc Mélenchon était un lambertiste, ce qui est une organisation révolutionnaire au tout départ de sa carrière politique. Je vous laisse interpréter cette sortie de Madame Obono. Nous sommes avec Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Pascal. Pierre, vous habitez, je pense que vous êtes dans un des quartiers de Bruxelles, à Molenbeek, c'est bien cela?
Absolument. Oui, Donc c'est une Molenbeek, ville juste à côté de... voilà, Molenbeek, sa touche est réputé pour être un quartier particulièrement dangereux parce que il y aurait, et vous allez me le confirmer, beaucoup d'intégristes musulmans dans ce quartier de Molenbeek. Absolument, oui, dans cette ville de Molenbeek, absolument, historiquement, puis Oui. au moins 2001, avec l'assassinat du commandant Massoud jusqu'aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Et effectivement, moi j'habite pas loin du tout du lieu de l'attentat qui n'a pas eu lieu à Molenbeek, mais juste de l'autre côté à Bruxelles. J'y suis d'ailleurs passé ce matin et je n'ai pas été surpris. Alors, du lieu de l'attentat peut-être en me disant je suis dans une ville voilà, où la présence islamiste est très forte, donc c'est peut-être pas là où un attentat va avoir lieu. Il s'avère que c'est là où l'attentat a eu lieu, donc je me suis trompé, mais en tout cas sur la possibilité d'avoir un attentat, je suis pas du tout surpris. Est-ce que vous vous sentez, vous, en sécurité? C'est une question qu'on pose beaucoup en ce moment, qu'on posait également en 2015. Est-ce que, par exemple, votre comportement a changé? Est-ce que vous sortez dans la rue, vous regardez? Est-ce que vous hésitez à aller parfois dans un stade, que sais-je, dans un théâtre, dans un cinéma? C'est une question d'ailleurs qu'on peut poser à tous nos auditeurs. Est-ce que, hier soir, je le disais tout à l'heure à Dimitri Pavlenko, j'étais dans un restaurant, il n'y avait personne. Personne hier soir. Bon, est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet? Est-ce que les gens hésitent un peu en ce moment à sortir dans la ville? Pierre? Moi, je fais attention. Je fais toujours attention, mais c'est vrai qu'on se sent pas forcément en sécurité. Mais au-delà de Molenbeek, c'est toute la Bruxelles qui est gangrénée par le socialisme, par une vision de la région qui est vraiment voilà, une région extrêmement endettée, où il y a un taux de chômage extrêmement élevé, avec un poids de l'islamisme qui est très fort. Je vais vous donner une illustration. Il y a quelques semaines, il y a eu quelques débats parce qu'on a élu une conseillère municipale voilée à Molenbeek. Et effectivement, il y a un parti qui s'en est offusqué à juste titre, le mouvement réformateur qui est situé à droite. Le reste, la gauche notamment, et l'extrême gauche, finalement, on a l'équivalent de la NUPES. Ici, voilà, un peu des deux mains et a crié à l'islamophobie pour ceux qui s'opposaient à cette vision de la société. En tout cas, qui est ça pas s'est la passé mienne, quand, ça? Ça s'est passé il y a quelques semaines, je dirais en août ou en septembre. Donc c'est une jeune femme qui était voilée, dites-vous, à l'intérieur du conseil municipal de votre ville, hein, de Molenbeek. Ouais. Et voilà. donc il y a eu plusieurs, il y a eu plusieurs séances de ce conseil municipal? Alors c'est une bonne question, c'est une colle. Je sais qu'il y en a eu un, mais après, mais effectivement il y a eu quelques débats, mais c'était pas non plus, il n'y a pas eu énormément d'échanges. Géraldine Amont, qui est avec nous chaque matin, me dit que c'était le 5 septembre, oui, c'était au mois de septembre, Géraldine, puisque en même temps voilà. elle vérifiait sur les Internet. Non, mais c'est intéressant parce que. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est un autre mode de vie. Je disais, notre religion, c'est notre mode de vie. C'est ça, notre religion. C'est-à-dire la tolérance, la légèreté, l'humour, le second degré, l'absence de religieux dans l'espace public. C'est ça. Ce que la France a mis en place à partir des années 60, 70, 80. On pouvait se moquer de tout. On pouvait même parfois, effectivement, à partir du moment où tu fais un peu d'humour, tu peux parfois blesser les uns et les autres. Mais ils l'acceptaient parce que d'ailleurs, ils n'étaient pas blessés. Ils savaient que ça s'appelle de l'humour, du second degré. Notre religion, c'est notre mode de vie. Bon, aujourd'hui, les choses sont un peu plus compliquées. C'est-à-dire que vous réfléchissez avant de parler parce que vous savez qu'il y a des minorités actives qui peuvent prendre mal ce que vous dites, etc. Moi, je le regrette. Je suis comme tout le monde, je fais attention, mais je le regrette. Je préférais cette légèreté de jadis. Il est 11h20, mais nous avons gardé, par exemple, avec Monsieur Boubouk, cette légèreté. Il sait que c'est du second degré. Tout à fait. Quand je dis, par exemple, qu'il part à 15h Il le prend pas mal. l'après-midi, alors Non, qu'en mais fait, attendez. il part à 14h30. Non, Il sait que c'est du second degré. Il le sait. Mais oui, je le sais. Donc il Pascal. s'en amuse. Oh oui, ça m'amuse. Qu'est-ce que ça m'amuse?
L'important, il y a des gens avec qui on peut pas rire. Vous avez Ah, remarqué ça, c'est vrai, d'ailleurs oui, que ces gens-là, les radicaux, c'est la fin des radicaux, comme disait je ne sais plus qui. Vous avez remarqué qu'on peut pas rire avec eux? Oui, oui. Bon, après, je pourrais pas faire d'analyse politique, mais vous avez ouais, jamais remarqué que les gens qui sont comme ça radicaux sur n'importe quoi Ah, si. d'ailleurs, hein. Si. Moi, j'ai Mais perdu des c'est vrai amis pour comme un ça, supporter de football radical, c'est vrai pour un intégriste radical, c'est vrai pour n'importe quel sujet. Mais c'est vrai. En fait, il y a des différences de degré, mais il n'y a pas de différence de nature. C'est les mêmes. Eh ben, vous pouvez pas rire avec eux, dites non. Et ça, si on peut pas rire avec quelqu'un, c'est pas rigolo Non, quand c'est pas même. amusant, Hein c'est sûr. Il est 11h avec Fabrice Lafitte, on peut rire. Ah, on peut rigoler, oui. Quand vous voulez. On peut rire par exemple de dire qu'on est mardi et toujours pas réveillé. Ah oui, c'est vrai. Parce que là, il a décalé Il est de quar- radicalement il pas a dé- réveillé. Il a décalé de 48 Non, non, mais heures. vous avez raison, j'y pensais pas. Mais nous sommes mardi. Eh oui, parce qu'il y a la version, c'est mardi. À la fin, il dit c'est mardi. Non. Je vous le fais réécouter. Non. C'est dingue, mais Ça, si. vous l'avez On a fait, découvert. ça. Non, Ah, je non, vous non, jure non, qu'on l'a non, non. découvert. Mais attendez, c'est pas Géraldine qui chante. Vous voyez bien que c'est Jessie Garonne. Eh oui, c'est Jessie, écoutez. C'est mardi. Non, je suis sûr Et que après, ce que ça, vous c'est faites, un Pascal, montage. prenez C'est un- votre téléphone cellulaire, vous allez Non. à la fin Un de bon la téléphone musique. cellulaire, Oui, c'est dans vous croyez la quoi, que dernière je me balade minute. avec mon téléphone de chez moi. Prenez votre Walkman. Vous croyez quoi que je... Non mais franchement, Non, non, c'est vrai, vous c'est êtes dans la très chanson. désagréable. Oh, ça c'est Mais j'ai méchant. l'impression que je vous entends de loin en plus. Ah bon, vous m'entendez Oui, de loin Bah, vous avez pas marqué. Oh. Bah attendez, je monte le potard, mais oui. Bon. Le potard, mon petit bonhomme. Je monte le potard. Allez, un Allez, sonal à- musical. À tout de suite. Il est 11h22, il a monté le potard. Et pour réagir, vous Mieux vaut composez potard que jamais. le 01 80 20 39 21 11h 13h, c'est Pascal Pro et vous. Europe 1, Pascal Pro. 11h 13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1, vous réagissez au 01 80 20 39 21. Claude Moniquet est avec nous. Bonjour Monsieur Moniquet. Bonjour. Vous êtes évidemment un spécialiste de la sécurité, de ces sujets. Vous intervenez régulièrement lorsqu'il y a des attentats à Bruxelles. Comment vous décodez ce qui s'est passé hier soir ? Les faits eux-mêmes sont tragiquement simples. Hein. C'est un individu radicalisé, un Tunisien qui se trouvait ex-candidat réfugié politique, qui avait été recalé, qui se trouvait illégalement en Belgique, qui était radicalisé depuis un certain temps et puis qui est passé à l'acte en profitant de la présence de nombreux Suédois à Bruxelles, puisqu'il y avait un match Suède-Belgique dans un stade de la ville, et il en a profité pour tuer 2 Suédois. Est-ce qu'il y a une hier soir. signification particulière à s'être attaqué, à votre avis, à des Suédois ? Ah oui, bien sûr. Il faut se rappeler que la Suède a été agitée ces derniers mois à plusieurs reprises par des manifestations au cours desquelles des Corans ont été profanés, ont été brûlés devant des ambassades. Ça avait suscité une grande émotion dans le monde musulman avec pas mal de manifestations et même à Bagdad, la prise d'assaut, la mise à sac et l'incendie total de l'ambassade. À tel point que la Suède avait relevé fortement son niveau d'alerte terroriste. Donc effectivement, faire référence à la Suède comme il le fait dans l'une de ses 2 revendications fait sens. Par ailleurs, il fait également référence aux enfants de Gaza. Donc, c'est un mélange probablement de motivations qui l'a poussé à l'acte. Et le profil de cet homme-là, vous avez pu l'expertiser ces dernières heures ? Pardon ? Le profil de ce tueur ? Oui, alors c'est un profil peut-être juste un peu atypique vu son âge, puisqu'on est souvent quand même habitué à voir des acteurs très jeunes. Hein. Celui d'Arras, par exemple, avait 18 ans. L'assassin de Samuel Paty avait 20 ans. Là, on est en face d'un homme de 45 ans qui semble avoir eu une famille. Hein. Il y a des photos qui circulent. On le voit avec une femme et une petite fille. Donc c'est pas tout à fait au niveau de l'âge, c'est pas tout à fait le profil qu'on on est habitué, mais pour le reste c'est un profil tristement classique de quelqu'un qui est déclassé, qui a une vie marginale, qui rumine très probablement et puis qui se radicalise petit à petit, et par ailleurs qui a un passé de délinquance et qui est aussi assez classique dans les milieux proches, qui se revendique en tout cas de Daesh, puisque c'est son cas.
C'est vrai que ces profils psychologiques sont peut-être pas assez mis en avant. Le fait d'être déclassé, le fait d'être en dehors de la société, le fait de gagner sans doute peu d'argent, le fait de ruminer, le mot que vous avez employé. On habille ça après avec un intégrisme religieux, mais à la base, il y a un échec et un échec d'une vie dans tous les domaines sans doute, Monsieur Moniquet. Moi, c'est ce que je pense. Alors, c'est pas vrai, évidemment, dans 100% des cas, et par exemple, c'était beaucoup moins vrai avec Al-Qaïda. Rappelez-vous que les terroristes d'11 septembre, c'était des gamins, des fils de riches du Caire ou d'Arabie Saoudite qui faisaient des études supérieures en Allemagne. Donc, on était dans un tout autre milieu. Mais le public de Daesh, les gens qui ont suivi Daesh, entre autres d'ailleurs les terroristes du 13 novembre à Paris en 2015, ou les frères Kouachi qui avaient attaqué Charlie Hebdo et massacré sa rédaction, c'était effectivement plutôt des pauvres types. Exactement. Monsieur Moniquet, je vous interromps. On marque une pause et vous revenez juste après la pause. À tout de suite. 11h-13h, c'est Pascal Pro et vous sur Europe 1. Europe 1. Pascal Pro et vous. 11h-13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Pascal, on vous retrouve avec votre invité au téléphone, Claude Moniquet, spécialiste dans les questions de sécurité. Monsieur Moniquet qui est resté avec nous, j'avais 2 ou 3 choses à vous proposer, Monsieur Moniquet. D'abord, l'AFP, il y a quelques secondes, nous informe que Emmanuel Macron ira au Proche-Orient quand il aura un agenda utile et des actions très concrètes à y conduire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a évoqué des discussions intenses qui avancent pour la libération des otages. Il n'en dit pas davantage. Mais ces discussions intenses, elles seraient menées selon vous avec qui ? Alors ça, c'est une excellente question. Je crois pouvoir affirmer sans me tromper que Israël n'est pas mêlé, en tout cas pas mêlé directement à ces négociations. Donc ce sont des négociations qui doivent se passer avec le Hamas, mais via un intermédiaire, parce que le Hamas n'est pas considéré comme un interlocuteur ni respectable ni fiable. Donc il est très probable que c'est un pays du Moyen-Orient, et dans ce cas-là, les regards ont tendance à se tourner vers le Qatar. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'on a une situation, nous, très privilégiée avec le Qatar. Je crois que le Qatar pèse 15% du CAC 40 en France, à peu près, dans ses investissements. Absolument, ils n'ont pas seulement le Paris Saint-Germain. Oui, bien sûr. Alors le Qatar, le PSG, c'est la vitrine, mais effectivement, les grands hôtels, vous avez des investissements dans des sociétés françaises, etc. C'est d'ailleurs, on a toujours du mal à comprendre que le Qatar, nous dit-on, finance le Hamas, de la même manière qu'on disait que Netanyahou finançait le Hamas, ce qui nous paraît toujours assez curieux pour les gens qui nous écoutent. Et en même temps, le Qatar est sur le sol français, avec le Paris Saint-Germain, et on ne comprend pas forcément la démarche du Qatar de financer une organisation terroriste. Alors pour le Hamas, il y a une explication. D'abord, il y a toujours eu au Qatar, et je le dis ça sans que ce soit péjoratif, disons un double jeu. Une face tournée vers l'Occident avec du business, des affaires, parce que c'est un tout petit pays, c'est un timbre-poste peuplé d'un million de personnes, enfin en tout cas de citoyens qataris, pas plus, et qui sait bien qu'un jour le gaz et le pétrole vont disparaître. Donc ces gens sont obligés de se créer d'autres sources de revenus, et ils le font très intelligemment, en investissant dans l'immobilier, les finances, etc. Mais d'autre part, il y a au Qatar aussi des courants conservateurs, wahhabites très forts, et le Qatar a été et reste très proche de la mouvance des frères musulmans. Or, les frères musulmans, ce sont les pères du Hamas. Mais enfin, pardonnez-moi, c'est ça qui nous étonne. Les gens qui sont en train de nous écouter en ce moment, ils voient le président du Paris Saint-Germain dans la loge du Parc des Princes, à côté de tous les dignitaires français, et ils vous entendent dire que le Qatar finance les frères musulmans. Donc ils se disent, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas, c'est un combat que mène la France. Alors à ce moment-là, faut pas accepter l'argent du Qatar, peut-être au Paris Saint-Germain. Voilà, j'imagine ce qu'ils doivent se dire en vous entendant. Alors vous dites double jeu. Alors, je pense que nous, en tant que pays, d'abord, la France, on n'a pas trop le choix quand on a un pays étranger généreux qui s'intéresse à nos pépites. Étant donné l'état de notre budget et de notre dette extérieure, je pense qu'on est bien content de voir les millions et les milliards arriver. Et c'est légitime. C'est de l'emploi en France,
voilà, c'est légitime. Mais il faut toujours tenir compte du milieu ambiant, de la culture ambiante dans les pays avec lesquels on traite. Et on ne peut pas faire abstraction du fait que le Qatar n'est pas le plus progressiste des pays des Golfe. J'entends ce que vous dites, j'entends. Et c'est pour ça que nous avons eu cet échange. Merci en tout cas, monsieur Moniquet, même s'il y a une inquiétude XXL, évidemment. Pourquoi elle existe, cette attitude XXL? J'étais hier soir avec Gérald Darmanin, qui est resté 1 heure avec nous sur CNews. Et on a échangé évidemment à la fois à l'antenne et hors antenne, et je peux rapporter ce qu'il disait. Il dit il n'y a pas de menace en ce moment de complot ou d'un attentat qui serait en train de se faire, etc. Mais l'acte individuel, on ne peut pas, hélas, le contrer. C'est-à-dire que quelqu'un qui décide avec son couteau d'aller dans une rue de Paris ou dans une rue de Bruxelles tuer les uns et les autres, c'est très difficile. Je crois qu'il y a 5000 fichiers S en France. 5000 fichiers S pour terrorisme. Vous ne pouvez pas surveiller en permanence ces 5000 personnes. Absolument. Il y a souvent deux chiffres que je cite. On a effectivement à peu près 10 000 radicalisés, dont 5 000, effectivement, à peu près 5 000 considérés comme dangereux, susceptibles de passer à l'acte. Donc il faudrait les surveiller. Enfin, ce que les gens pensent, c'est qu'on les surveille en permanence, comme dans les films. Bien sûr, mais c'est pas possible. Etc. Pour ça, il faut par personne, par sujet qu'on suit, il faut une trentaine de fonctionnaires. Oui. Mais multiplier 5 000 ça fait par 150 000. Ça fait 150 000. Oui. Et notre capacité, je ne dévoilerai pas de secret, mais je peux dire que notre capacité en France de surveillance simultanée des personnes, elle est inférieure à 500. Donc après, peut se poser la question qu'est-ce qu'on fait des fichiers S? Voilà, ça peut être une question, bien sûr, mais l'état de droit pour aller chercher un fichier S qui n'a rien fait, c'est pas simple. Merci en tout cas, monsieur Moniquet. Merci de cet échange et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous parce que vous nous renseignez, vous nous éclairez sur des sujets quand même qui sont parfois un peu nébuleux. Il est 11h38. On va marquer une pause et revenir. Oui, Pascal, je l'espère. Ça. Bien sûr. On va revenir. Après, c'est des formules toutes faites comme ça, mais vous voyez la personne qui dit on va pas revenir. Oui, on va mettre de la musique. Puisqu'on va partir, on va arrêter l'émission. On a des courses à faire. On a des courses à faire. Vous faites vos courses, oui. Vous faites vos courses, vous. Qu'est-ce que vous appelez mes courses? Oui, mes courses de chevaux. Mais étant donné que vous avez un frigo vide, je pense que mais oui, j'ai pas. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que j'arrive avec une chaise à porteur le matin à Europe 1 et que j'ai des gens qui vont travailler pour moi? Vous me prenez pour qui exactement? Je suis dans la vraie vie. Je vais dans les rayons. Je peux même vous dire les yaourts que j'achète. Ah bah vous achetez que ça. Bien sûr que vous pouvez me le dire. Vous achetez que ça. Je peux vous dire les noms des yaourts. Vous allez à la découpe pour le jambon, par exemple? Oui. Alors, je vais pas à la découpe pour le jambon. Ah bah pourquoi? Pourquoi je sais c'est meilleur, c'est juste au yaourt, quoi. Voilà, oui. J'ai ma réponse. Non, je ne comprends pas cette phrase. Je mange pas de jambon, donc je vais pas aller à la découpe du jambon. Écoutez, c'est bon, je vous laisse tranquille. Voilà. Virginie Hamon, c'est intéressant. Non, pas Virginie. Jean-Jacques, voyons. Géraldine Hamon. Les auditeurs qui nous écoutent, ils doivent se dire, ils ont pris des drôles de gens cette année sur l'antenne. Franchement, vous vous rendez compte, cette question qui est arrivée à 11h38, vous allez à la découpe pour le jambon. Est-ce que vous pensez un jour que sur cette antenne qui existe depuis plus de 60 ans, un jour quelqu'un a dit à un animateur ou un journaliste, vous allez à la découpe pour le jambon? Est-ce que vous croyez que ça s'est dit, ça? Faut qu'on retrouve dans les archives. Alors je confirme, même dans les archives, depuis 60 ans, ça n'existe pas. Demandons à Sylvain Denis. C'est Fabrice l'Archive, c'est agréable, c'est sympathique. Vous voulez dire en plus qu'il est vieux? Ah bah un petit peu, avec tout le respect que j'ai pour lui. Géraldine. Oui, on rappelle quand même que tout à l'heure, à 14h, vous retrouvez Christophe Ondelat, fait divers, affaires criminelles, portrait de personnalité. Du lundi au dimanche, Christophe Ondelat vous raconte des histoires qui ont marqué les Français. Et aujourd'hui, il reviendra sur l'affaire Béranger Bruns, le charcutier du marché Saint-Martin. Justement, ça, c'est découper le jambon. Manifestement pas que le jambon. Comment il s'appelait, votre ami? Béranger Bruns. C'était en 2005, voilà. Il s'est passé quelque chose avec ça. Béranger. Je croyais que je faisais Bérangère. Non, c'est Béranger Bruns. Donc tout à l'heure. Béranger Bruns. Mais ça s'est passé en France? En 2005, oui.
au marché Saint-Martin. Eh ben, écoutez, on va l'écouter avec plaisir. À 14h, avec Christophe À Ondelat. 14h, il faisait ça? Ah non, c'est Christophe Ondelat qui racontera son histoire. À 14h, c'est le pire teasing. Si vous avez bien compris. Bon, écoutez, c'est pas drôle du tout, parce que c'est une affaire criminelle. Exactement. Donc je vous demande de garder votre calme à 11h40 et de laisser passer une pause. À tout de suite. À tout à l'heure.